Hey, salut Julien, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es CEO de Taylor NFT. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et me dire ce que tu as fait avant Taylor NFT? Eh ben avec plaisir. Salut Gary, merci de me recevoir. Donc moi c'est Julien, j'ai 41 ans. Je suis aujourd'hui CEO de Taylor. J'ai commencé ma carrière il y a une quinzaine d'années à Paris. J'étais dans des grosses boîtes, plutôt dans les médias. J'ai travaillé quelques années chez Canal+. En parallèle de ça, j'ai pas mal de passions, dont une qui m'habite toujours et qui m'a beaucoup habité, c'est le théâtre. Donc j'ai été aussi un petit peu comédien à Paris pendant quelques années, avant de finalement rejoindre le monde de la tech en 2016, où j'ai rencontré mes associés actuels, Vincent et Guillaume. Voilà. Ok, excellent. Et en parlant de tes associés, comment vous avez eu l'idée de créer Taylor? Est-ce que déjà tu peux commencer par rappeler ce que fait Taylor? Ouais, bien sûr. Donc Taylor aujourd'hui, c'est une plateforme qu'on a développée, qu'on met au service des acteurs du divertissement principalement, dans le but de leur permettre de mettre en place des stratégies d'engagement et de fidélisation de communautés de fans. Donc on va travailler avec des labels de musique, des salles de spectacle, des organisations sportives, et on s'appuie sur deux grands concepts qui sont la gamification et la propriété digitale. Donc en gros, on réinvente le fan club où on fait jouer des fans pour qu'ils puissent mesurer leur engagement et accéder à des cartes de membres qui sont inscrits sur la blockchain et qui vont leur donner accès à des privilèges. Comment elle est venue cette idée-là? Bah voilà, Vincent et Guillaume, on a bossé ensemble pendant 5-6 ans. Comme on peut imaginer, tout collègue à table le midi, on discute de nos passions. Vincent est un passionné de cinéma et de jeux vidéo, Guillaume de sport et de jeux vidéo, et moi de sport et de musique et d'art en général. Donc on avait beaucoup de sujets de discussion autour de ça. Et au bout d'un moment, on a eu envie de monter une boîte, on réfléchissait pas mal à ces sujets de fan expérience, d'expérience digitale de fan, et on a commencé à creuser le sujet. Au départ, d'ailleurs, le sujet de la billetterie. Rapidement, billetterie NFT, ça a commencé, on a vu qu'il y avait un match assez évident entre une industrie un petit peu vieillissante et une technologie émergente, et on a commencé à creuser le sujet, et en le creusant, on en est arrivé à travailler sur Taylor. Alors, sur le podcast, j'ai reçu déjà quelques acteurs qui se rapprochent de ce que vous faites, mais pas exactement. Il serait peut-être intéressant de commencer par un peu définir comment Taylor se positionne par rapport à ces Mhm. acteurs. Je pense notamment à Cohort, que j'ai reçu très récemment, Serafi, Ouais. qui se positionne vraiment avec une solution un peu clé en main pour offrir des NFT à des marques type Etam, qui va pouvoir intégrer une solution in-app et fluidifier l'expérience utilisateur. Je pense par exemple, tu parlais de billetterie, je pense à Billy. Ouais. Ouais. Et après, un troisième, c'est, on parlait d'engager sa communauté. Je pensais à Pools, Mhm. avec justement la création de fan tokens. Par exemple, ouais, ils ont créé des fan tokens pour Ronaldinho, pour Yves Saint Laurent Beauté. Bien Euh, sûr. Vous, par rapport à ces différents acteurs-là, est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous faites un peu la même chose? Alors, ce qui est certain, c'est que on s'attaque à peu près au même sujet, c'est-à-dire comment tu vas fidéliser, engager ta communauté de clients ou de fans. Si j'ai écouté le podcast de Serafi et sur Cohort, effectivement, il y a beaucoup de similitudes dans l'approche et dans la vision. Je pense que si tu prends les dires de Serafi et que tu remplaces le terme client par fan, tu retomberas sur beaucoup de propositions de Taylor. Après, il y a des choses qui nous différencient sur l'approche. C'est que déjà, nous, Taylor, on est une plateforme B2C, même si notre technologie est aussi disponible en marque blanche pour des grandes marques qui voudraient avoir leur propre expérience copier-coller de Taylor, mais version sur leur marque. On reste quand même une plateforme qui a vocation à agréger des communautés et donc à s'adresser aux fans sur lesquels ils vont pouvoir retrouver les différents univers qui les intéressent, donc le sport, la musique, et ainsi adhérer à différentes communautés et collectionner leurs cartes de membres, avoir des collaborations potentielles, ce genre de choses. Donc nous, on a déjà cette particularité-là, c'est d'être une plateforme avec une marque vraiment visible du grand public. Ensuite, l'aspect qui nous différencie pas mal aussi, c'est tout l'enjeu de gamification. Aujourd'hui, nous, la propriété digitale et la gamification sur la plateforme, elles ont une importance similaire. Donc, on a développé beaucoup de choses autour des quêtes en ligne, des quêtes IRL, ce genre de choses. Et ça, c'est aujourd'hui pour nous un vecteur d'engagement qui est hyper important, qui va permettre de fidéliser en créant des interactions récurrentes. Donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui les acteurs que tu as cités proposent pas forcément. Euh, Par rapport à un Billy, c'est vrai que Billy sont très orientés aujourd'hui billetterie. Alors après, j'aime pas parler
à la place des autres boîtes, mais c'est ce qui nous différencie aussi. Nous aujourd'hui, on va pas rentrer forcément que par le billet. On va potentiellement travailler par exemple avec des artistes qui n'ont pas forcément d'actualité événementielle, mais qui ont envie de créer une expérience communautaire autour d'une sortie d'album, autour de leur actualité, et de créer des fan clubs comme ça qui vont s'inscrire dans le long terme. Et ensuite, je dirais que vis-à-vis de Pulse, un des éléments différenciants, c'est que nous aujourd'hui, on fait pas de fan token, tout simplement. Le NFT est une carte de membre chez nous et pas pardon, un jeton fongible. Et donc il n'y a pas forcément de notion d'investissement ou tu vois, de cours de bourse du token, ce genre de choses. Vraiment, notre volonté chez Taylor, c'est d'essayer d'aller parler au cœur des fans et de les faire venir pour l'expérience et uniquement l'expérience. Et donc le NFT est un outil et devient un moyen et vraiment pas une finalité chez Taylor. Ok, donc ouais, vous faites à peu près comme Cohort, sauf que Cohort c'est vraiment de la marque blanche, alors que vous tout se passe sur votre plateforme. Et la différence, c'est que sur vous êtes vraiment focus aussi sur l'aspect gamification, un peu comme ce que fait Zilli aussi, mais intégré. C'est ça. Ouais, c'est ça. Nous, c'est un peu comme si on avait un Zilli incorporé dans un Cohort, si tu veux. Ok, voilà, c'est un mix des deux. Ok, super. Par rapport à la discussion qu'on va avoir, je te propose peut-être déjà d'aller en détail sur comment vous avez créé Taylor. Et après, on viendra sur quelques use cases intéressants. Je pense notamment, moi, je vous avais connu là, il y a quelques, peut-être mois ou années, avec le use case de l'Olympia. Ouais. C'est la première fois que j'avais entendu parler de Taylor. Après, j'ai vu que vous avez fait pas mal de projets. Alors, pas mal aussi de salles de spectacle. Je pense au Bataclan, au Grand Rex, la Cigale. Il y a le RCT aussi. Avec qui justement j'avais interviewé Karen Jouve, qui les a accompagnés là-dessus. Et récemment, j'ai vu passer le Tour de France. Donc voilà, on reviendra un peu sur ces différents use cases. Si tu as d'autres projets d'ailleurs que tu voudrais mettre en valeur, ce sera avec plaisir. Déjà un peu pour aller à la genèse de Taylor, comment ça s'est passé donc vous étiez à table, vous avez ces discussions avec tes associés, et vous êtes dit tiens, il y a un coup à jouer sur les NFT, parce que vous étiez dans la tech, mais pas forcément peut-être dans le monde de la blockchain à ce moment-là. Ouais, pas du tout. Nous, on connaissait pas forcément le monde de la blockchain. On avait envie d'entreprendre dans la tech. Comme je disais, une des verticales qui nous intéressait, c'était le divertissement, c'était l'expérience de fan. Donc, on a commencé à creuser le sujet de l'expérience de fan, notamment, comme je disais, l'expérience de billetterie. C'est un sujet aujourd'hui, la billetterie. Il y a énormément de choses encore qui sont perfectibles, sur lesquelles on peut travailler. Et pendant qu'on étudiait ce sujet-là, en 2021, en fait, on a juste vu arriver la vague NFT, mais comme le grand public, quoi. On a découvert ça, on a commencé à se poser des questions, et je pense qu'on a eu, comme beaucoup de gens, la révélation autour de la propriété digitale, le fait de passer du Web 2 au Web 3, cette espèce de troisième dimension qui s'inscrivait sur le web, et on a compris ce que ça allait représenter sur plein d'aspects. Donc vraiment, au départ, on a creusé le sujet de la billetterie et on s'est dit, ok, il y a un potentiel sujet autour du software de billetterie, où tu vas arriver avec trois arguments principaux qui vont être la limitation de la fraude, la régulation du second marché avec les systèmes de royalties des smart contracts, et puis l'aspect communautaire, faire du billet plus qu'un billet et en faire une carte de membre. Il s'est avéré qu'on a creusé, nous, principalement le troisième sujet. On s'est rendu compte que c'est ce qui fonctionnait le mieux, et c'était... aujourd'hui, il y a finalement assez peu d'acteurs qui ont des problématiques, on va dire, de fraude et de régulation du second marché. Ça reste un peu niche, en fait, les gens qui ont un succès certain et qui remplissent des stades à coup sûr. Donc vraiment, en revanche, le côté ton billet de spectacle, je vais en faire plus qu'un billet, ça va être un outil de fidélisation, un outil de marketing, d'engagement. C'était juste en se confrontant au marché, en fait, en parlant aux organisateurs, aux labels, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose là-dessus. Et donc, on a vraiment creusé ce sujet-là. Et notre première collaboration, effectivement, ça a été l'Olympia. On a eu la chance de travailler avec un premier client qui était assez prestigieux, et donc lancer ce programme de membres qui s'appelait VOGs, qui s'appelle toujours The OGs d'ailleurs, avec l'Olympia, et donc une série de cartes de membres qui allaient donner des accès privilégiés aux membres de la communauté de l'Olympia. Les salles de spectacle, globalement, ont une vraie problématique de création de communauté et d'engagement, parce que quand tu penses salle de spectacle, tu te dis plutôt je vais dans cette salle parce que mon artiste préféré y va, et je vais pas forcément y aller parce que c'est telle salle. Il s'avère que c'est pas forcément vrai. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont fidèles à des salles de spectacle, particulièrement à Paris, où on a des salles hyper iconiques avec des ambiances très particulières, et donc il y a des gens qui sont
fidèles, réguliers et qui vont regarder la programmation d'une salle avant de regarder tel ou tel artiste. Et donc l'Olympia avait vraiment cette problématique de ok, comment je peux créer un club, une communauté forte d'ambassadeurs. Et c'est vrai que quand on les a abordés, au début, on n'a pas du tout parlé techno, Web3 ou NFT. On avait des discussions avec eux sur c'est quoi vos problématiques aujourd'hui et ça faisait très longtemps qu'ils avaient envie de travailler autour de la notion de fidélité, d'engagement. Et il s'avère que quand on leur a présenté en plus une technologie innovante qui allait permettre voilà, de rendre les fans propriétaires, de les engager de manière encore plus forte, bah, ça a matché et ils ont dit go assez rapidement. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce premier use case de salle de spectacle, évidemment, on a amené d'autres après. Ça a évidemment permis d'aller travailler derrière avec le Bataclan, avec le Grand Rex aujourd'hui, avec la salle de la Cigale. Mais on a vocation à travailler dans le divertissement avec tout ayant droit ou tout leader de communauté. Donc, comme tu le dis, on a aussi travaillé avec dans le sport avec le Tour de France, qui avait eux une problématique plus de saisonnalité, avec un événement qui a lieu une fois par an. Et leur problématique, c'est de savoir comment ils peuvent conserver un lien fort et récurrent avec leur communauté de fans qui est énorme dans le monde. Comment voilà créer ce lien. Donc, on a travaillé avec eux lors de l'annonce du parcours du Tour de France qui avait lieu au courant de l'hiver. Et donc, on a créé toute une expérience gamifiée autour de la détention de NFT qui représentait justement les différentes étapes du parcours. Donc ça a été une super expérience avec eux qui a super bien fonctionné. Et parallèlement aussi, comme tu disais, avec le Rugby Club de Toulon, où là, c'est Karen de Dors qui nous a apporter le client, si j'ose dire. C'est Dors qui s'occupe de la stratégie d'engagement de fans du Rugby Club de Toulon. Et donc là, nous, on arrive vraiment en tant que fournisseur de technologie, donc avec notre plateforme. Et le RCT peut déployer sa stratégie d'engagement sur la plateforme Taylor, comme je disais, à la fois en marque blanche, mais tout ce qui se passe sur les marques blanches ont aussi lieu aussi sur la plateforme Taylor. Donc les points d'entrée peuvent être différents pour les fans qui peuvent arriver par la musique puis être fans de rugby. C'est aussi l'intérêt de Taylor, hein, c'est de croiser ces univers-là et de créer des effets réseau. Et dernièrement, si tu veux que je déroule un petit peu tous les projets sur lesquels on avance, mais le jour, voilà, on enregistre ce podcast aujourd'hui et aujourd'hui on annonce un partenariat stratégique avec Warner Music France. Donc on est très heureux, on va accueillir des artistes signés chez Warner sur la plateforme pour créer voilà, des fan clubs avec la possibilité pour ces fans de jouer autour de l'univers de leur artiste, de mesurer leur engagement, de se comparer avec les autres fans, de prouver qu'ils sont plus fans que les autres et d'avoir accès à des cartes de membres de ces communautés d'artistes qui leur donnera accès derrière à des expériences privilégiées, des pré-écoutes, des channels de discussion avec les artistes, des places de concert et ce genre de choses. Voilà. Et tu as des exemples d'artistes qui sont sur ce label ? Oui, alors la première artiste avec laquelle on va travailler, elle s'appelle Bianca Costa. Voilà, c'est une artiste qui perce pas mal en ce moment, qui était nommée récemment aux Flammes, la cérémonie de remise des prix autour de l'univers du hip-hop. Donc ça, c'est la première artiste. Puis il y a un autre univers autour duquel on va travailler avec Warner Music, sur lequel on travaille déjà, c'est un média. Warner Music a fait l'acquisition d'un média hip-hop qui s'appelle Hip Hop DX, et aujourd'hui qui est présent sur les réseaux sociaux traditionnels, donc Instagram et Twitter. Et leur ambition, c'est de créer une communauté d'ambassadeurs très forte autour d'un Discord et autour de potentiellement demain de cartes de membres de cette communauté. Et pour revenir sur l'Olympia, et tu parlais également de label, comment ça s'est passé au tout début ? Toi, tu connaissais des gens dans ce milieu-là, ou comment ça s'est passé pour justement intégrer ce milieu et pouvoir justement échanger avec les personnes de ce milieu-là Alors, pour l'Olympia, c'est un truc dont je suis, et je pense que ça peut être un bon exemple de cold mailing ou de comme quoi il faut toujours tenter. Je pense que ce mail, je l'encadrerai si Taylor devient ce que je voudrais qu'il devienne. C'est que j'ai fait un call de LinkedIn à Laurent de Cerner, le président de l'Olympia. Et c'était à l'occasion de la sortie des NFT de Coachella, le festival américain. Et je lui ai juste envoyé le lien et je lui ai dit bonjour Laurent, je viens de découvrir ce que fait Coachella autour de leur festival avec ces NFT d'accès à vie au festival. Pourquoi l'Olympia se lance pas dans des expériences privilégiées pour sa communauté? Et il m'a juste répondu, je me posais exactement la question, rencontrons-nous.
Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire est née. Donc ce petit mail LinkedIn, je pense que je l'encadrerai dans le futur si tout se passe bien. Donc on passe comme ça. Et puis ensuite, alors moi j'avais quelques connexions dans le monde des médias et de l'entertainment parce que je suis passé chez Canal+, donc évidemment. Et puis on a la chance aussi, on a un artiste au capital de la boîte, donc Donc tu ça peux nous... citer le nom d'ailleurs ou... Oui, bah, c'est Kian Kojandi, Ok. le fondateur de Bref, qui fait partie de nos actionnaires et qui accompagne le projet. Et donc oui, ça nous a forcément ouvert des portes auprès de labels, mais honnêtement, on va dire l'élément clé, ça a été l'Olympia. Quand votre premier client c'est l'Olympia et que c'est un succès, que ce que vous faites, ça a vraiment l'utilité, que ça a du sens derrière, vous avez une belle histoire à raconter, c'est clair. Et c'est hyper intéressant. Alors, ça me fait un peu penser aussi avec Sérafi quand on parlait de son premier projet, c'était Etam pour le coup. Ouais. Vous, comment ça s'est passé donc pour avancer avec l'Olympia, pour faire ce premier projet, sachant que j'imagine à ce moment-là, vous n'avez pas forcément de produit. Comment vous avez... Non, on a à ce moment-là, alors je pense qu'on a commencé vraiment les premières discussions avec Laurent de l'Olympia. Ouais, j'avais un PowerPoint quoi, vraiment. Pour le coup, on était au tout début, ça devait être février 2022, finalement la sortie du projet c'est en juillet, donc on a fait à partir de premières discussions, enfin de toute façon on était en train de construire le produit, on savait à peu près où on voulait aller, hein, donc voilà, les discussions ont mis quelques mois parce que c'est quand même pas anodin hein, pour une salle de spectacle comme l'Olympia d'annoncer qu'avec la première salle en France ou potentiellement même au monde à lancer une carte de membre NFT. Le processus de décision chez eux il est forcément un peu long. Ce qui a décidé le truc et ce qui a fait qu'on a accéléré, c'est que en fait j'avais une autre salle de spectacle qui était intéressée et Laurent de Cerna voulait être le premier. Donc à un moment je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit écoute Laurent, c'est maintenant où je pars avec. Je lui avais laissé la primauté. C'était sûr que ce serait lui s'il voulait y aller, et ça s'est décidé comme ça. Donc, quand on a lancé en juillet, c'est sûr que le produit était absolument pas ce qu'il est aujourd'hui. Clairement, hein, il y avait d'ailleurs par exemple, il y avait pas de gamification encore, il y avait pas de quête. C'était vraiment une plateforme de mint de NFT avec une marketplace et quand même toute la partie ticketing, on va dire gestion des utilités. Aujourd'hui, quand vous avez une carte de membre de l'Olympia, on vous génère un QR code qui peut être scanné dans la salle, qui va vous donner accès à des boissons, qui va vous donner accès au contrôle d'accès tout simplement ou au vestiaire. Ça, on l'a développé pour la sortie de ce projet-là. Et puis depuis, après, il n'y avait pas encore la marketplace d'ailleurs quand on a lancé en juillet cette opération-là. Vous aviez votre NFT, vous pouviez pas encore le revendre. Et alors, je trouve que c'est un use case vraiment hyper intéressant parce que quand tu développes un produit hein, pour un premier client, et c'est vraiment ta VR du produit, comment tu arrives à faire la part des choses pour satisfaire le client sans trop dire oui à tous ses besoins, dans le sens où tu veux quand même faire une plateforme SaaS qui va répondre aux besoins de plein de salles, par exemple, dans ton cas, enfin, de plein de clients, et pas juste développer un outil trop spécifique à cet utilisateur en particulier. Alors, nous, ce qui est sûr, c'est que déjà, on est des experts du SaaS. Ça fait 8 ans qu'on fait ça. Dans la précédente startup, on était dans la mobilité, on faisait un SaaS, c'était dans la gestion de flotte de véhicules en temps réel, un truc un peu Uber-like. Donc, faire du SaaS complexe, avec beaucoup de fonctionnalités, avec beaucoup de choses et prioriser, c'est quelque chose qu'on sait super bien faire. Donc, on avait très rapidement une vision assez claire de qu'est-ce qui était notre MVP et en quoi ça allait quand même au départ répondre aux besoins de notre client, qui était de fédérer une communauté autour de la propriété de cette carte de membre. Donc, en vrai de vrai, au début, pour ces premiers clients, c'était pas... il n'y avait pas trop de sujets. Et puis après, il y a aussi un truc, c'est que quand on a lancé cette opération, le but, c'était déjà de pouvoir délivrer des cartes de membres avec des utilités derrière. Typiquement, on savait que la marketplace, le fait que les fans puissent s'échanger les cartes de membres, bah, c'était plutôt secondaire. Donc, on l'a développé pendant l'été. Pendant l'été, pareil, on a commencé à développer toutes les quêtes. Donc, on avait quand même assez itéré sur qu'est-ce qui est cœur. Aujourd'hui, ce qui est cœur, c'est de pouvoir délivrer un asset qui te donne accès à une expérience. Et donc, c'était notre MVP. Et déjà à l'époque, en juillet 2022, voilà, il n'y avait pas beaucoup de plateformes qui permettaient de le faire de manière assez simple, facile. Nous aussi, l'ADN de Taylor, hein, c'est que l'ambition, quand tu vas voir un acteur comme l'Olympia et que tu dois les convaincre, c'est qu'il faut les rassurer sur le fait que n'importe quel fan de musique, n'importe quelle personne qui va à l'Olympia, en sachant que l'audience de l'Olympia,
c'est pas forcément que la Gen Z, quoi. Je veux dire, t'as des réguliers qui ont 45, 50 ans et qui viennent à l'Olympia. Et ces gens-là, tu veux les adresser aussi. Et nous, c'est notre vision. On veut s'adresser à tous les fans. Donc, ce sur quoi on a aussi beaucoup travaillé dès le début, c'est sur la facilité d'accès au service. C'est-à-dire se connecter avec une adresse email ou un Google Connect, pouvoir acheter ta carte de membre en carte bancaire. Donc tout ça, voilà, c'est les choses prioritaires. C'était on a développé notre propre tech de wallet. On a intégré les paiements carte bancaire. Enfin, et vraiment, ça pour nous, c'était le sujet cœur et ça faisait partie vraiment du besoin du client. C'était dire, ok, je veux pas perdre mes fans. Je veux envoyer une newsletter à mes X dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui suivent l'Olympia et que quand ils arrivent, ils comprennent ce qui se passe. Et donc ça, voilà, on a vraiment réduit le truc à son minimum, c'est facilité d'utilisation et expérience. Et c'est intéressant, justement, on avait le même sujet de discussion avec Seraphis, c'est-à-dire que Cohort a vraiment créé sa propre technologie de wallet, et vous avez fait la même chose. C'est vrai que pour un MVP, vous auriez pu passer par une solution existante, je pense notamment à Magic Link, qui permet de générer des wallets pour une adresse mail donnée. Et pourquoi vous n'avez pas opté pour cette solution-là? Parce que vous vouliez vraiment avoir la main mise dessus? Ouais, exactement. Je pense que quand tu as une ambition tech assez forte et un ADN tech assez fort, en fait, il y a plein de choses comme ça où tu as envie d'avoir les... Et surtout quand tu te dis que cette expérience utilisateur user-friendly, tu te dis que c'est cœur, bah, tu as envie d'avoir la main dessus, quoi. Et nous, on voulait surtout pas être dépendant d'un acteur tiers. Donc et aujourd'hui, je le dis franchement, sans prétention aucune, mais je suis hyper fier de l'expérience que tu as sur Taylor. C'est comment dirais-je, similaire à n'importe quelle expérience Web 2 classique, sauf que derrière, bah, tu as vraiment des NFT, tu as vraiment un wallet, et que c'est du Web 3. Mais on a fait quelque chose, parce que voilà, on s'est aussi inspiré d'autres boîtes, hein, tu vois, on avait regardé par exemple ce que faisait un Sora ou ce genre de choses, euh, et, euh, et c'était vraiment important pour nous de créer notre expérience Taylor. Ouais, Sora, qui est le jeu de foot, on peut donc échanger des cartes au format Ouais. NFT de joueurs de foot, qui propose effectivement la même expérience utilisateur, à savoir tu te connectes avec ton adresse mail, et après si tu en as envie, tu peux connecter ton wallet MetaMask pour, si tu as envie, ajouter des assets ou les retirer. Bah, exactement. Et nous, pour le coup, on a vraiment eu cette approche où on s'est dit, on ira vers une solution full Web3, full décentralisée petit à petit, avec les utilisateurs. C'est-à-dire, on veut que quand ils arrivent, même si ne venant pas de l'écosystème Web3, on n'est pas, tu vois, on n'est pas Web3 natif, nous, en tant qu'entrepreneurs. On n'est pas né avec les Web3. On s'est dit, allons-y petit à petit avec les utilisateurs. Donc au début, quand tu arrivais sur Taylor, on te créait ton wallet, tu n'avais pas possibilité de connecter ton MetaMask, tu vois, c'était pas prioritaire au début quand on allait onboarder les premiers fans de l'Olympia, quelque part, ils ont la plupart acheté leur premier NFT sans même savoir ce que ça voulait dire, sans même savoir ce que c'était. Derrière, leur envoyer une newsletter, une update en disant, bah maintenant, vous pouvez, si vous voulez, connecter un MetaMask et transférer votre NFT pour aller vivre votre vie dans le Web3, bah ok, ils vont peut-être s'y intéresser ou pas d'ailleurs, mais on aura fait les choses dans l'ordre. Donc aujourd'hui, oui, Taylor, tu peux te connecter, t'arrives, tu crées ton compte avec ton MetaMask, les NFT, tu peux les sortir de la plateforme, mais c'était pas forcément le cas Day One, et c'était pas grave en fait. En vrai, c'était vraiment pas grave. Et c'est intéressant, toi, c'est quoi ta vision aujourd'hui d'ailleurs de la blockchain de manière générale? Quels sont les business qui vont justement pour qu'il y ait une démocratisation de la blockchain? Est-ce que ça passe par des solutions comme Taylor sur d'autres verticales? Attends, je sors ma boule de cristal de mon sac à dos. Non, moi, ce qui est sûr, c'est que je crois beaucoup effectivement à tout ce qui est divertissement, tu vois. Là où finalement t'as un engagement très fort des utilisateurs et qui vont parfois avoir envie de passer la barrière parce qu'en fait l'expérience a l'air dingue et qu'il y a du love derrière et que du coup ils se disent ok, go, j'y vais, et je pense que c'est comme ça que tu leur fais passer certaines étapes. Donc je crois beaucoup au secteur du divertissement pour ça. Après, ce qui est sûr, c'est que le Web3, la promesse du Web3 reste encore un petit peu à l'état de promesse aujourd'hui. Il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de choses qu'on fait où pour l'instant la promesse d'interopérabilité, tu vois, de décentralisation reste encore un petit peu secondaire. Mais nous, on a la vision.
moi, je souhaite que demain, un utilisateur ait acquis son NFT via telle marque, puis aille sur une autre plateforme, pouvoir récupérer ses avantages, rentre dans un stade avec grâce à son wallet. Enfin, c'est ça la vision. C'est juste que ça va se faire petit à petit et avant tout, faut créer de l'adoption, faut faciliter, faut travailler vachement sur l'expérience utilisateur. Mais bon, ça, j'enfonce des portes ouvertes. Aujourd'hui, on est beaucoup à le dire dans le Web3, mais c'est clair que c'est prioritaire. Et pour revenir du coup sur l'Olympia, quand vous avez lancé donc le projet, j'imagine que ça s'est bien passé, hein, les NFT ont été sold out assez rapidement. Et par rapport à ce business, enfin c'est quoi d'ailleurs votre business model? C'est-à-dire que c'est un abonnement mensuel. J'imagine que voilà, c'est pas vous avez développé le projet et ensuite le projet s'arrête dans le sens où c'est des cartes de membres qui peuvent s'échanger sur votre plateforme. Ouais, nous aujourd'hui on est un SaaS. Évidemment, on a essayé de sortir le plus vite possible de la logique de drop en fait. Le but c'est que ton client il utilise ta plateforme et qu'il ait une activité régulière sur cette plateforme et que sa communauté ait une activité régulière sur sa plateforme. Alors une activité régulière, c'est vrai que tu peux pas faire des drops toutes les semaines, tu vois. Si tu fais que des drops NFT, ça va pas marcher. C'est pour ça aussi que la gamification est importante. Donc notre business model, nous, aujourd'hui, c'est un SaaS. Donc, nos clients payent un fee mensuel pour pouvoir utiliser la plateforme. Ensuite, dessus, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, créer autant de collections NFT qu'ils veulent. Enfin, il y a certains paliers, mais lancer des quêtes, de la gamification. Le but aujourd'hui, nous, c'est de nous approcher le plus possible du programme de fidélisation ou du programme de membership, un peu à la Patreon aussi. On est en train de mettre en place des choses comme ça autour de l'abonnement récurrent ou ton NFT, du token gated membership, où ton NFT va te permettre d'avoir accès à des avantages. Donc on est un SaaS avec un fee mensuel et puis après on est aussi une marketplace NFT. Donc on va prendre un cut sur les différentes transactions qu'il peut y avoir sur la plateforme sur le marché primaire et le marché secondaire. Pour avoir un ordre d'idée, l'Olympia, il paye à peu près combien par mois? Non, je peux pas te Non, le dire. d'accord. Non. Je peux Ok, pas te dire combien payent mes clients. Désolé. j'aurais tenté. Et c'est intéressant, tu parlais de gamification. C'est quoi aujourd'hui un peu les use cases liés à la gamification? Dans Alors, le cas de l'Olympia toujours. il y en a plein. Les use cases aujourd'hui sur la gamification, le but, ça va être de multiplier, si tu veux, les interactions avec tes fans. Donc, il y a beaucoup. On a aujourd'hui des quêtes qui vont avoir lieu en ligne, donc des quêtes sociales. Où en fait, nous, la plateforme, elle est connectée avec les différents réseaux sociaux classiques, donc Discord, Twitter, Instagram, Spotify, enfin, tu vois, même les plateformes de streaming. Et le but, c'est d'aller mesurer l'engagement de tes fans. Donc, plus ils vont tu vois, partager du contenu, liker des choses, streamer, mais tu peux aussi, on se connecte aussi avec les logiciels de billetterie. Donc plus ils vont être fidèles dans la billetterie, les plateformes de e-commerce, plus ils vont t'acheter des choses. Et là, tu vas pouvoir agréger et récupérer de la donnée d'engagement et faire monter tes fans dans des leaderboards. Donc en fait, ça, tu gamifies un petit peu de la remontée passive de données. Et ensuite, tu peux aussi avoir de la gamification plus active où là, une fois que tu as ta communauté d'ambassadeurs, tu vas aller les pousser à faire des actions. Donc, tu vas leur demander d'aller liker, d'aller partager un contenu, ce genre de choses. Et puis après, il y a tout ce qui va être type de gamification collaborative, où le but aussi de la communauté, le terme important, c'est la communauté, c'est comment tu vas créer de l'interaction aussi entre les fans. Donc, on a des jeux collaboratifs, des énigmes, des quiz, des votes, où voilà, la communauté va pouvoir voter pour... On le fait par exemple avec le Rugby Club de Toulon. Une fois par mois, les fans peuvent voter pour le joueur du mois. Ça va donner lieu ensuite à l'émission d'un trophée digital du joueur du mois que les fans peuvent acquérir et gagner des expériences où ils vont potentiellement passer un moment privilégié avec le joueur qui a été élu joueur du mois. Donc tout ça, aujourd'hui, nous, c'est un des gros chantiers, la gamification, c'est inventer au maximum des expériences qui soient fun, sympas, qui en même temps permettent de mesurer l'engagement de tes fans et en même temps leur donner envie de venir régulièrement sur la plateforme, participer à des jeux. Aujourd'hui, je te donne un exemple dont on s'inspire. Je sais pas si tu connais le Wordle du New York Times, mais le New York Times, ils ont un mini-jeu qui sort une fois par jour, qui est tout con, hein. C'est un motus, quoi. Tu dois trouver Ah, un mais mot. c'est marrant, on me l'a montré pas plus tard que ce matin, je ne connaissais pas jusqu'à ce matin. Bah, ouais, beaucoup de gens en parlent en ce moment. Parce que, franchement, c'est un use case. Moi que j'ai découvert par mes associés, Vincent et Guillaume le font tous les jours, je le connaissais pas. Et tu dois juste, franchement, je crois qu'il y a des millions de gens qui jouent dans le monde tous les jours au Wordle du New York Times. T'imagines, je veux dire la récurrence que tu crées, c'est dingue ce qu'ils ont fait. Bon bah voilà, nous on est un peu, on se prend pas trop la tête. On vient de développer l'équivalent dans Taylor, donc on va lancer prochainement des jeux où chaque artiste pourra choisir ou chacun opérateur pourra choisir son mot et ça on le fait, on essaye
en vrai, sortir un mini-jeu comme ça, tu peux en sortir plusieurs par semaine, parce que à développer, c'est pas non plus si sorcier que ça. Donc voilà, et c'est ça tous les exemples, si tu veux, de gamification qui vont te permettre de créer de la récurrence. Tu vas pouvoir lancer des jeux hebdomadaires, mensuels, où tu vas engager tes fans, où tu vas leur faire gagner des récompenses, ce genre de choses, et tu crées de l'interaction, tu crées une communauté fidèle et active. Et tu parlais de Spotify, j'imagine l'idée par exemple c'est pour un artiste donné de voir voilà, combien un utilisateur a eu d'écoute, a réalisé d'écoute pour cet artiste et après peut-être le mettre en top de liste s'il y a un prochain NFT qui va être lancé pour cet artiste ou même un prochain concert. Voilà, l'idée c'est de privilégier aussi ces actions-là. Bah, le sujet de tout ça, si tu veux, c'est l'intermédiation. Aujourd'hui, c'est que Ouais. les artistes, que ce soit par la billetterie, par exemple, ou par les plateformes de streaming, ont de grandes difficultés à identifier qui sont leurs super fans, Ouais. qui t'écoute le plus, qui vient le plus te voir à tes concerts. Nous, notre ambition, c'est essayer de voilà de les aider là-dedans. Donc effectivement, aller alors le surtout il y a un écueil dans lequel on veut pas tomber, c'est de générer de la fausse activité, tu vois, aller pousser un mec à aller Mhm. streamer 100 fois un titre, ça a pas de sens. Aujourd'hui, les majors se battent énormément contre ça parce que ça flingue enfin voilà la crédibilité de l'industrie et tout. Mais en revanche, oui, moi j'aimerais bien pouvoir aller identifier qui sont les fans les plus les historiques, les plus fidèles. Je prends souvent en pitch mon exemple personnel, c'est que moi je suis un très grand fan d'Orelsan et je fais partie du top 0,1% des top streamers d'Orelsan. Donc il y a peu de gens qui écoutent Orelsan plus que moi. Cette donnée, je l'ai su parce qu'à un moment Spotify me l'a envoyé, tu sais, dans la rétrospective que tu as en fin d'année là où ils te disent voilà ce que tu as écouté. Bah Orelsan, il sait pas qui je suis. Et potentiellement, Orelsan, s'il me proposait un super concert, tu vois, avec des places, ouais, je serais très captif. S'il me proposait du merch un peu exclusif, je serais très captif. Mais il sait pas qui je suis. Voilà. Ouais, effectivement, Ma grande tristesse. de proposer un concert au top fan. Alors, c'est marrant, dans la même expérience utilisateur, un jour j'ai reçu un mail de Spotify qui me disait j'avais accès à une vente en avant-première pour le concert des Red Hot parce que j'écoutais beaucoup les Red Hot. Donc voilà, pareil, on est Bah, un ils peu le dans ce. font, ouais, tu vois. Ils le font en partie. Voilà, mais bon, c'est vraiment pour des artistes très connus et le Mm. font très rarement, j'imagine. Et donc l'idée Oui, c'est de. Voilà. et c'est ça. Et aujourd'hui, tu as des artistes qui sont en développement et qui ont besoin très rapidement d'identifier qui sont tu vois, leurs fans les plus fidèles pour pouvoir les fédérer, les fidéliser et faire en sorte de garder un contact avec eux, quoi. Et pour venir donc à ce use case d'Olympia, une fois qu'il a été lancé, que ça a été un succès, vous vous en êtes servi après pour aller voir d'autres salles. Alors tu disais qu'il y avait une autre salle qui était déjà en discussion, avec lesquelles vous étiez en discussion en parallèle, Ouais. mais ça a été vraiment un bon use case pour ensuite faire l'acquisition de façon plus importante et développer ouais, les Oui, oui, contacts. comme je te le disais, après ça a été plus un effet d'opportunité. C'est vrai qu'au départ, moi, on visait pas forcément les salles de spectacle spécifiquement, hein, mais c'est vrai que l'Olympia nous a amené forcément à aller voir d'autres. Là, aujourd'hui, on travaille avec le Grand Rex. On est hyper fiers de travailler avec cette salle de cinéma. On a lancé un programme de membres avec eux, pareil, qui est gamifié, on va dire, de l'acquisition de ta carte, où tu dois réaliser des quêtes pour pouvoir avoir accès à la prévente. Et ensuite, les cartes de membres, en fait, pour y accéder, il faut que tu collectionnes 6 cartes de membres de 6 personnages différents que tu vas pouvoir fusionner sur la plateforme. On va burner tes 6 NFT, on va t'en générer un nouveau et tous les avantages que tu avais, tu les transformes en avantages à vie. Donc ça, c'est cool. C'est, tu vois, pendant 6 mois, tu as une expérience de quête pour aller chercher tes cartes et tout, de collectionneur aussi qui est vraiment cool. Donc oui, oui, aujourd'hui, on a vocation à travailler avec toutes les salles de spectacle et une fois que tu as ta carte de membre, le but aussi derrière, c'est vraiment de créer des mécanismes de fidélisation, tu vois, comment tu vas inciter les gens à revenir le plus régulièrement possible dans la salle, en mettant des QR codes dans la salle qui vont pouvoir scanner en disant à chaque fois que j'étais là, tu vois, je suis venu tel jour, ça leur fait gagner des points, des choses comme ça. Donc on réfléchit à tous ces mécanismes que nous on développe et ensuite c'est à la salle de mettre en place. Et je reviens à un point qui est important, c'est vrai que le but d'une salle de faire ces opérations-là via Taylor, c'est pas de gagner de l'argent one shot, mais c'est surtout en fait de trouver une nouvelle façon d'engager l'utilisateur. Alors Mm. j'imagine dans le cas de l'Olympia, j'ai plus le chiffre en tête de combien ils ont gagné avec la vente des NFT, peut-être quelques dizaines de milliers d'euros. Bon, Ouais, c'est ça en gros, ouais. mais l'intérêt derrière, d'ailleurs, en termes de business model, j'imagine que dès qu'il y a une revente d'un NFT sur la plateforme Taylor, eux touchent des royalties, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un pourcentage de commission sur la Ouais. revente, au même titre que vous. Exactement. Après,
tu parles d'un sujet qui est important pour moi. C'est qu'aujourd'hui, les partenaires avec lesquels je travaille et avec lesquels j'essaie de travailler, c'est important pour moi qu'ils comprennent qu'ils sont dans une démarche d'investissement. Ils sont dans une démarche de création de communautés fortes, d'engagement, et ils sont pas dans une démarche commerciale. En tout cas, dans un premier temps. C'est-à-dire que, et je prends régulièrement cet exemple, tu vois, je trouve que l'exemple le plus criant, c'est les créateurs de contenu sur, tu vois, YouTube, les YouTubeurs, les streamers. Aujourd'hui, on voit vachement les résultats de ces gars-là. Tu vois, un Squeezie, ce qu'il arrive à faire, c'est juste dingue. Le gars, bon voilà, il est multimillionnaire. Dès qu'il touche un truc, ça se transforme en or, c'est dingue. Mais ces mecs-là, ils ont passé combien de temps à pas gagner un rond pendant des années, à pondre du contenu tous les jours, tu vois, et à avoir le vrai sincère. Et je trouve que c'est la bonne image de ce que la construction d'une communauté. Au début, tu donnes. Pour moi, c'est ça qui est important. Au début, c'est toi qui donnes et c'est toi qui essaye de construire un truc cool et que les gens s'agrègent autour. Et ça, c'est un investissement. Et donc, moi, c'est ça que j'essaye de faire comprendre à mes partenaires, c'est qu'au départ, ils vont pas forcément gagner de l'argent et ils vont peut-être même en perdre un petit peu, mais à long terme, s'ils font les choses bien, ce qu'ils auront créé sera juste une valeur inestimable. Donc l'Olympia, je te le dis, oui, ils ont vendu au départ leurs cartes, mais par rapport aux avantages qu'il y a dans les cartes, honnêtement, c'est pas une opération rentable. Ce qui est rentable pour eux, ça va être le fait que ça y est, ils ont une communauté. Quand ils invitent, ils font une soirée à l'Olympia spécifiquement pour eux, tout le monde vient, les gens en parlent. Il y a d'autres personnes qui commencent à avoir envie de faire partie de la communauté. Potentiellement, tu vois, effectivement, comme tu l'as dit, il y a un système de royalties, donc les cartes prennent de la valeur. Donc du coup, derrière, tu vois, c'est hyper vertueux. Et puis après, surtout, tu as envie de faire grandir ta communauté, donc potentiellement tu émettras d'autres NFT, d'autres cartes de membres, il y a de plus en plus de gens qui viendront, et tu crées quelque chose de petit à petit, quoi. Ouais, j'avais demandé d'ailleurs, il y a de l'usage sur les NFT qui ont été émis via la plateforme Taylor pour l'Olympia, c'est-à-dire que les gens continuent à se l'échanger et à surtout euh, Ouais. utiliser les avantages qui créent. Oui, bien sûr. Moi, il y a deux choses dont je suis assez fier sur l'Olympia, c'est que, oui, il y a des échanges. Donc, tu as des personnes qui recherchent des cartes. Quand l'Olympia annonce que il y aura, au sein de la communauté, il y aura 2 personnes qui pourront assister à la cérémonie des Césars qui est à l'Olympia, bah, tu as des gens qui viennent voir. Mais il est à combien le floor de la carte? Parce que potentiellement, je vais pouvoir tirer au sort, donc ils regardent. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que oui, il y a des échanges, et puis il y a de l'usage, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui viennent à l'Olympia, qui utilisent leur accès VIP, tu vois, ils vont pas faire la queue. Tous les membres de la communauté font pas la queue à l'Olympia. Donc ça, c'est quand même, quand t'as 2000 personnes qui attendent, toi t'arrives et tu coupes tout le monde, c'est quand même assez cool. Donc il y a vraiment, et le deuxième truc dont je suis assez fier finalement, c'est que la valeur des cartes a augmenté, mais la valeur des cartes, elle est très représentative de la valeur réelle de ce qu'il y a derrière, tu vois. Aujourd'hui, tu as des cartes où il y a un concert pour 2 personnes par an à vie, ça s'échange à quelques milliers d'euros, mais c'est pas débile, tu vois. Tu sens que les gens viennent pas pour spéculer. Tu sens que le mec qui va l'acheter, il va se dire, bah en fait, moi, cette carte, potentiellement, là, je suis à Paris pendant 5-10 ans, bah elle vaut, pour moi, elle vaut cet argent. Plus tous les événements à côté auxquels je vais avoir accès et tout ça. Et ça, c'est cool, c'est que on fait pas, nous, on regarde pas bear market par bear market, on s'en fout, en fait. Je fais un truc qui est absolument pas spéculatif. Donc, et ça, c'est vraiment cool, je trouve. Et un autre point, c'est est-ce que, j'imagine que oui, le fait d'attester qu'un utilisateur, finalement un fan, est allé à tel concert et que cette preuve d'avoir assisté au concert sera justement pourra prendre la forme d'un NFT dans Taylor, c'est quelque chose qui est sur la roadmap, j'imagine, de pouvoir. Oui, c'est déjà le cas, nous, C'est déjà aujourd'hui. le cas. Ouais, faire on appelle ça des memoria chez Taylor. C'est des Ok. NFT qui prouvent que tu étais à tel instant, à tel endroit. Donc, pour l'écosystème Web3, tout le monde va penser à un acronyme à 4 lettres qui commence par POA et qui finit par P. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est live sur la plateforme. On peut à tout moment émettre un NFT. Alors, il a la particularité chez Taylor, c'est que nos mémorias sont intransférables. T'étais à tel endroit, à tel instant, il y a que toi qui y étais. Je veux dire, si c'est pour l'échanger derrière, ça a moins d'importance. Donc, on essaie vraiment on a différents types de smart contracts et c'est quelque chose qui existe, ouais. Alors, sans trop rentrer dans la tech, est-ce qu'on parle pas de NFT du coup, mais de Soulbound Token ou c'est encore autre chose c'est Bah, juste c'est qu'il n'est pas transférable. l'équivalent, c'est-à-dire oui, c'est un NFT qui est sur ton wallet et que tu pourras pas bouger. Donc oui, c'est équivalent. Pour l'instant, l'usage qu'on en a, c'est vraiment cette preuve de présence, en tout cas.
Ça marche. Avant qu'on passe un peu à ton retour un peu sur l'expérience Taylor jusqu'à maintenant, ce qui a été cool, ce qui a été moins cool, est-ce que tu pourrais peut-être reparler du Tour de France? Comment vous les accompagnez Eh ben, écoute, le Tour de France, on les a accompagnés ponctuellement. C'était un proof of concept qui était autour de l'annonce du parcours du Tour de France, donc à l'hiver 2022-2023. Leur ambition, c'était d'engager leur communauté de fans autour de l'annonce du parcours. Donc, on a créé une expérience en marque blanche qui était aussi disponible sur Taylor, je le dis encore une fois, mais qui était principalement marque blanche disponible depuis leur site internet. Et c'était un jeu où les fans ont joué pendant de nombreuses semaines, pendant une première fois 4 semaines. Ils ont joué à des quêtes, des énigmes, ce genre de choses autour du parcours, donc pour découvrir le parcours, chacune des étapes, et ainsi de suite, pour gagner des NFT qui allaient leur donner accès à des expériences. Donc il y a 21 personnes qui ont gagné 21 NFT uniques de chacune des étapes du Tour de 2023 et elles auront l'occasion là pendant le Tour de vivre l'étape qu'elles ont gagnée en voiture suiveuse au sein du peloton voilà, donc une expérience qu'il y a peu de gens qui ont accès à ce genre d'expérience et donc ça c'est très cool. Et la deuxième étape du jeu, une fois que les 21 personnes ont gagné, c'était de collectionner les 21 étapes. Donc là, on a remis en place des jeux et là, il y avait des packs d'étapes à gagner, un peu en mode Panini, quoi. Tu pouvais gagner des packs de 5 étapes ou les acheter. Et il fallait collectionner tes 21 étapes pour reconstituer tout le parcours. Encore une fois, fusionner tes 21, burner tes 21 étapes et obtenir le NFT du parcours. Et là, encore une fois, ça donnait accès à de nouvelles expériences, ce genre de choses. Donc, c'était assez cool. Le concept a super bien fonctionné. Ce qui était dingue, c'était de voir l'engagement des fans. Les quêtes étaient disponibles à midi tous les jours. Et sur le Discord du Tour de France, on voyait les gars qui se préparaient. Ils avaient des fichiers Excel où ils préparaient toutes les questions possibles sur l'étape du jour, la thématique, pour être le. Parce qu'en fait, on avait un peu gamifié aussi le système de réponse. Si tu étais le premier à répondre à ta quête, tu avais le maillot jaune dans le Discord. Et ça, les gars, ils étaient comme des fous, quoi. D'être le maillot jaune dans le Discord du Tour de France pendant une journée. Et donc, du coup, à midi une, tu avais des centaines de personnes qui avaient déjà répondu à la question. C'était dingue. Ok, excellent. Et le Tour de France, pour l'instant, ouais, c'est resté à l'étape de proof of concept. Ils veulent pas aller plus loin et renouveler le. Voilà, Je peux pas en parler, c'est voilà. bien sûr. Mais en gros, ouais, je pense que beaucoup de boîtes aussi non blockchain font de la blockchain pour Oui, voir, mais après ça prend plus de temps de. exactement, mais après c'est une question aussi de tu sais de vision, de conviction en interne, c'est des grosses boîtes et tout, donc t'as des gens qui sont très convaincus en interne, d'autres qu'il faut convaincre un peu plus. Je prends l'exemple du rugby club de Toulon, on a la chance ils ont un directeur général qui a une vision Web3 et lui non, là on est parti sur plusieurs années, il y a pas de sujet quoi, c'est un contrat long terme et ça va être vraiment cool quoi. Donc ça dépend des cas. Ouais, carrément. Après, j'ai l'impression, ouais, pour revenir sur le RC Toulon, qu'en plus ils ont un head of Web 3 en interne, donc ça permet aussi de faciliter ce genre Oui, d'opération. de toute façon, c'est assez représentatif hein, quand tu as un poste dédié. Tu vois, on le voit avec le. J'étais récemment à une table ronde où il y avait le head of Web3 du Paris Saint-Germain. C'est un signal fort. Quand tu recrutes quelqu'un qui est dédié à une technologie ou à un univers, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté, il y a une vision derrière, quoi. Complètement. La semaine dernière, j'ai interviewé Guillaume, qui est head of Web 3 de l'écurie de Formule 1 Alpine. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas de toutes les autres écuries. Ça, c'est encore une exception. Pourtant, ils ont tous des logos crypto hein, sur leur voiture. Ouais. Alors, il y a Mercedes qui a enlevé celui de FTX il y a pas très longtemps. C'était quoi FT, voilà. On ne reviendra pas sur cette plateforme, mais voilà. Il y a eu un avant, un après, j'ai l'impression, entre la Formule 1 et la crypto. Pour venir maintenant peut-être à Taylor et essayer de faire un peu une analyse de ce qui a bien marché jusqu'à maintenant. Tu es content j'imagine, de ce partenariat avec l'Olympia, de vraiment après la suite. Qu'est-ce que tu aurais pu par contre, quelles sont les erreurs que vous avez commises Alors, deux choses. Moi, je pensais à deux choses là. Je pense qu'au début, quand, quand tu lances comme ça, il y a un des trucs avec le recul où je me dis que parfois on est allé trop loin, c'est dans l'accompagnement de nos clients sur le conseil. C'est-à-dire qu'on a parfois passé beaucoup de temps, tu vois, à travailler sur la DA, le storytelling, ce genre de choses.
mais qui du coup, les projets ont été top, mais je pense que parfois, tu vois, tu sors de ta position de, nous, on est une boîte tech et on délivre une plateforme et c'est à tes clients d'utiliser ta plateforme pour déployer leur stratégie. Parfois, on a mis trop la main dans la stratégie. Ça, c'est un truc où je me dis, il y a certains partenariats où on est allé trop loin et c'était pas forcément notre rôle, c'était pas forcément nécessaire. Peut-être que j'aurais pu pousser mes clients à prendre une agence pour le faire à ma place. Ça aurait été pas mal. Après, dans ce type de cas, j'ai l'impression que, moi je comprends complètement la finalité, c'est que tu as envie d'optimiser Mais bien ces sûr. premiers partenariats et qui sont vitaux pour la suite. Donc en soi, c'est juste un moyen de maximiser peut-être ton Oui, retour. oui, Enfin, évidemment, mais tu vois, il y a un curseur à mettre, quoi. ouais, C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'on a poussé le curseur, ce qui a fait qu'on a fait des projets vraiment dingues, mais on a peut-être poussé le curseur un peu trop loin, ça c'est le premier truc. Et après, tu sais, je pense juste à un truc, c'est qu'on peut aller toujours plus vite aussi. ouais. Aujourd'hui, la boîte, elle a un an et demi, un peu moins. Clairement, le partenariat là qu'on annonce avec Warner, c'est un gros step. Moi, ça fait des mois que je voulais qu'ils, tu vois, ils sortent plus vite et tout. Donc, t'as toujours cette volonté où tu dis, est-ce que j'aurais pu aller plus vite? Peut-être, je sais pas. Après, tu peux aussi te dire que tu as fait les choses étape par étape, brique par brique. Finalement, voilà, tu réussis à convaincre et tu réussis à avancer parce que tu as mis les pièces les unes sur les autres et qu'il faut pas non plus trop voler. Mais voilà, mais c'est les deux choses. Après, sinon, globalement, d'un point de vue produit, honnêtement, j'ai la chance d'être accompagné par deux gars qui sont juste incroyables sur la partie produit et tech. Donc, j'ai franchement pas de regrets. Il y a rien sur la plateforme que vraiment je me dis on a perdu du temps ou quoi. On est allé assez vite et aujourd'hui la plateforme fait beaucoup de choses. Donc ouais non, Et toi, globalement d'ailleurs, je suis plutôt ouais, content. Ouais. d'accord, bah, c'est top. Et toi, d'ailleurs, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui? C'est quoi les grandes actions? Alors aujourd'hui mes grandes actions moi c'est de toujours chercher de nouveaux partenaires. Donc je suis beaucoup sur la partie sales. Il s'avère que pour l'instant je suis encore seul sur cette partie et ça fait partie des enjeux futurs de la boîte. Hein. C'est de scaler aussi sur la partie sales. Donc moi, c'est ça, c'est principalement aller chercher les partenariats et aussi beaucoup encore accompagner mes partenaires. Enfin, tu vois, on parlait des partenaires avec lesquels on avait potentiellement fait un POC. Bah, c'est comment on transforme derrière. Donc aujourd'hui, notre enjeu, il est là. Le partenariat pardon, avec Warner, évidemment, va prendre de plus en plus de place et de temps parce que bah, quand tu signes... En fait, nous aujourd'hui on signe comment dire des IP quoi, tu vois, des marques quoi. Et quand tu signes Warner, bah des marques derrière, il y en a potentiellement des centaines parce que chaque artiste est une marque. Donc ça veut dire que j'ai là un client avec lequel je vais pouvoir travailler sur et voilà, on a des discussions sur plein d'autres choses. Donc ça va nous prendre pas mal de temps à chaque fois de cadrer avec quel artiste potentiellement il faut aller bosser en priorité et ainsi de suite. Donc ouais, c'est ça l'enjeu. Et après, on a un deuxième enjeu qui est important. Je réponds à des questions que tu me poses pas, mais j'ai envie de le dire. Vas-y, vas-y. Non, aujourd'hui, on s'est attaqué principalement à des grosses IP, quoi. Enfin, tu vois, des belles marques et tout. Le but, c'est aussi d'ouvrir la plateforme à n'importe quel artiste, n'importe quel créateur de contenu. Tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de mécanique d'engagement, de gamification, de création de cartes de membres et tout, ça peut très bien fonctionner sur un artiste indépendant en développement qui est tout seul chez lui et qui a envie de lancer, tu vois, ses quêtes et sa gamification. Donc là, on est en train, la plateforme est en bêta sur une version self-service de Taylor, en fait, tout simplement. Ouais, j'imagine qu'au début, donc que ce soit l'Olympia et les autres projets, il y avait quand même un besoin d'onboarding de vos équipes. Et là, l'idée, Oui. c'est voilà, de permettre à Bah, n'importe qui de. de toute manière, on en reparlait, on en parlait tout à l'heure, je l'ai pas forcément mentionné, mais sur l'année 2022, nos clients n'avaient pas accès back-office. Hmm. Donc c'était nous qui paramétrons. Depuis 2023, on commercialise vraiment un back-office en SaaS, et donc là, nos clients peuvent être autonomes sur la plateforme. Après, il y a une différence entre s'adresser à une entreprise qui va avoir des équipes qui va gérer ton back-office, et potentiellement aller dresser, tu vois, la créateur économie, n'importe quel créateur indépendant qui a envie d'utiliser ta plateforme. Hmm. Et on a parlé de projets français, mais est-ce que vous accompagnez déjà des projets internationaux? Alors, Warner, j'imagine que c'est un peu international. Ouais. Mais à part Warner Évidemment que pour nous, Warner va représenter une porte d'entrée vers l'international, et c'est certain.
Après, en projet international, non, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de projet live qui soit international. Le Tour de France était un projet international. Évidemment qu'on a eu, je crois qu'on a eu des joueurs dans plus de 120 pays, quelque chose comme ça. Donc la plateforme est déjà disponible en plusieurs langues et tout. Mais pour l'instant, on a aussi chaque chose en son temps, même si ça fait partie de nos aussi une position, tu vois, de leader à prendre en France, quoi. Donc, voilà. Ouais, complètement. Et que c'est plus simple façon d'attaquer son propre marché que d'aller à l'étranger. Et d'ailleurs, vous, à l'international, est-ce que vous avez vous avez des concurrents c'est qui d'ailleurs ces concurrents On a des concurrents à l'international. Alors, moi, celui auquel je pense tout de suite dans la musique, c'est LimeWire, qui peut ressembler un petit peu à ce qu'on fait sans la gamification. Mais c'est une plateforme musicale où voilà, ils ont signé aussi un deal, je crois, avec une major, et tu vas pouvoir voilà, avoir accès à la communauté d'un artiste, donc assez similaire. Alors c'est assez marrant parce que LimeWire, moi j'ai le souvenir, je m'étais arrêté à 2005 où c'était un peu comme Emule, quoi, un logiciel de téléchargement peer-to-peer de musique. Ouais, exactement, c'est la même marque, hein, ils ont gardé, je crois, la même identité visuelle en plus, mais ils ont juste récupéré la marque. J'avoue que je me souviens pas si c'est les mêmes fondateurs, mais en tout cas la marque est relancée et en version voilà, plateforme d'engagement Web3, quoi. Ok. Ça marche. Je te propose de conclure, Julien, peut-être passer aux actualités de Taylor. Bon, on a parlé de la fameuse actualité du jour. Est-ce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres choses sur lesquelles tu souhaiterais communiquer Oui, a priori, quand sera diffusé ce podcast, on aura annoncé un nouveau partenariat avec un festival de musique qui s'appelle Garo Rock. Voilà, qui va lancer, ils vont lancer leur expérience pour leur communauté. En plus, c'est cool s'ils ont une nouvelle direction artistique autour du festival et tout. Et là, ils créent voilà une communauté Web3 sur la plateforme avec des expériences pendant le festival. Donc les fans vont pouvoir pendant le festival réaliser des chasses au trésor, des quêtes pour gagner des expériences VIP. Et il y a aussi, alors Garo Rock c'est particulier parce que c'est aussi une fête foraine, donc il y a plein d'attractions, donc voilà, il y a pas mal de choses à gagner. Et puis c'est intéressant parce que Garo Rock c'est aussi une marque qui a plusieurs événements dans l'année, donc ça va être l'occasion pour eux de rassembler une communauté digitale sur une plateforme et de leur proposer voilà un membership et l'accès à des expériences pendant toute l'année sur leurs différents événements. Donc ça c'est cool, c'est aussi un gros step pour nous, c'est notre premier festival et pas des moindres parce que c'est clairement un des plus gros festivals en France. Donc voilà. Et on n'en a pas parlé, mais j'imagine que vous avez une application mobile pour permettre aux utilisateurs de... Ouais, bah, ça fait partie de la roadmap produit. Aujourd'hui, la solution Taylor, elle est disponible principalement au web, mais bon, tout à fait accessible mobile, hein, y a pas de sujet. On a une application, mais qui est assez légère, c'est-à-dire c'est vraiment pour le contrôle d'accès. Tu vas pouvoir... tu as accès à tous tes NFT et tu as accès à tous les QR codes qui vont te donner accès à des privilèges quand tu vas te rendre sur site ou quoi. Voilà, okay. Et ça se limite à ça. T'as pas la gamification, t'as pas la marketplace, mais ça viendra dans un second temps. Ok, excellent. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut lancer un projet dans le Web3 ? Alors le conseil que je me donne et que je donne souvent, c'est quand tu vas voir tes clients, leur parle pas de Web3 en fait. Surtout, leur parle pas de Web3, demande-leur quel est leur problème et résous le problème. Et puis, il s'avérera qu'à un moment dans la conversation, tu vas dire Web3 et si ça choque pas, c'est que tout se passera bien. Mais si tu viens en disant, voilà, je vais vous vendre du Web3, ça va vite être compliqué. Et puis même, en fait, je pense que n'importe quel entrepreneur qui demain veut se lancer doit se poser cette question-là aussi. Enfin, ça veut dire quoi aujourd'hui, je vais me lancer dans le Web3 ? Je suis pas sûr que ça ait un sens. Je vais me lancer dans tel sujet et il s'avère que cette techno, elle répond à la question. Et si c'est pas celle-là, c'est pas grave, prends une autre, tu vois. Je veux dire, tout le monde n'est pas obligé de bosser dans le Web3, mais ouais, c'est ça mon conseil aujourd'hui, je pense. Ok, excellent, super conseil. Merci beaucoup, Julien, c'était top. Et ben encore félicitations pour ce nouveau partenariat avec Warner, ouais. Ouais. Merci beaucoup.